On vous parle de deux projets connexes que nous entretenons ensemble. Je vous parle du premier, puis Kiev va prendre le relais pour le deuxième. Puis Océane, toi, tu vas nous parler de ta partie comme étudiante, entre autres, qui va rendre compte de tout ça. Des ateliers de création en grand groupe, c'est pas rien de nouveau, mais c'est des choses qu'on fait de moins en moins, je pense. Alors, on avait envie de mettre ça de l'avant. Le premier atelier dont moi je vous parle, ce sont des ateliers de création interordre où on réunit des élèves du secondaire, des étudiants et étudiantes du cégep, du collégial et des universitaires aussi. Donc, on réunit tout ce beau monde-là ensemble. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. C'est financé par le pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie, le PRAS. Et Kiev t'a mis sur pied aussi des ateliers mensuels de création littéraire dans un café du centre-ville. Donc, vous connaissez peut-être la formule de l'université populaire où on va vers les gens pour présenter des notions, des sujets et tout ça. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des auteurs qui viennent à la rencontre du public, puis on se réunit tout plein de belles personnes dans un café du centre-ville. Ça, c'est financé par le soutien à la formation et à l'innovation pédagogique de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Le premier atelier, en fait, cette année, on fait deux ateliers interordres. On en a fait un à l'automne avec Akena Okoko, que vous connaissez peut-être un peu plus sous le pseudo de Ken Lo, qui est aussi rappeur, donc écrivain et rappeur. Il est venu rencontrer des étudiants le 16 octobre 2025. Et cet hiver, nous avons la chance d'accueillir Sarah Hébert. Si vous étiez à l'atelier hier, vous savez très bien qui c'est, qui va venir faire un atelier de zine avec nos étudiants aussi. La formule, 100 personnes environ en même temps, réunies dans une même grande salle. Ça peut ressembler à un peu aujourd'hui, mais c'est interordre et ça réunit tous les établissements d'enseignement supérieur de l'Estrie, c'est-à-dire le Cégep de Sherbrooke, le séminaire de Sherbrooke, volet collégial, qui est une école privée, le Collège Champlain, qui est un cégep anglophone, les deux universités, l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop, et une classe du secondaire, donc une école publique, là, Michel Montcalm, qui réunit donc des élèves du régulier, je crois, ou peut-être en agriculture. Là, on n'a pas demandé de quel profil ils étaient. Le déroulement, on se réunit tout le monde une même journée, 3 heures. Période d'échange avec, on reçoit l'auteur, donc invité, l'auteur ou l'autrice. Période d'échange qui raconte son parcours, qui explique sa démarche artistique. C'est suivi d'une consigne d'écriture, atelier guidé par la personne créatrice. Et là, tout le monde crée en même temps, mais individuellement. C'est pas une création collective qu'on fait. Chacun, un peu comme on a fait hier soir, crée individuellement son œuvre. Puis, on réunit tout le monde en sous-groupe par la suite. On a déjà fait les sous-groupes. C'est très fluide comme approche. Les gens se réunissent ensemble et c'est là où secondaire, collégial, universitaire sont réunis ensemble au sein d'un même sous-groupe pour partager leurs textes. Et ces sous-groupes-là sont animés par de fabuleuses personnes de l'université qui étudient en littérature, donc qui se destinent éventuellement, possiblement, à enseigner à des étudiants du collégial ou à enseigner au secondaire, donc qui sont en contact avec leur future population étudiante. Et puis ensuite, après ce travail de sous-groupe-là, il y a un micro ouvert où quelques personnes peuvent venir partager leur création si ils ou elles le souhaitent. Qu'est-ce qui nous a amené à faire tout ça? Là, vous avez quelques photos de ce qu'on a fait. On était au séminaire de Sherbrooke, donc on avait un lieu franchement inspirant. Là, le décor était très propice à la réunion, au rassemblement, puis à la création aussi. Ce qui nous a amené, Kev et moi d'abord, à penser à ces ateliers-là, on voulait, bon, c'était la question, on en a parlé ce matin, les cours défis, la transition secondaire collégiale, c'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler. On cherchait à voir comment on peut faciliter, rendre plus agréable ou plus simple la transition, oui, secondaire collégiale, mais aussi collégiale universitaire. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés par la littérature, mais qui ne le savent pas, toujours pas, ou qui ont envie d'être en contact finalement avec des étudiants et étudiantes. Fait que c'était une façon de faciliter ça. On voulait voir si le fait de créer en grand groupe pouvait avoir un effet
positif ou non sur le rapport à l'écrit, sur le rapport à la culture aussi. Bon, il y a des visées pédagogiques ou didactiques, si je peux dire, mais il y a aussi des visées entre nous comme profs. On avait envie de créer un lieu de rassemblement, euh, puis un esprit de collaboration entre chaque établissement. On a la chance d'être une grande ville, mais pas si grande que ça, où c'est facile de se connaître, d'échanger entre chaque établissement. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir créer une communauté de pratique, si je peux dire. En amont, comment on prépare ça, ces ateliers-là? On n'a pas de séquence didactique propre à vous présenter aujourd'hui, mais les clés pour que ça fonctionne bien, on s'est choisi, je pourrais dire, comme équipe, parce que c'est un projet pilote, on voulait que ça fonctionne bien. Donc, on a réuni des gens qu'on connaissait déjà dans chaque établissement. On a fait une réunion ensemble pour établir comment on voulait que ça fonctionne comme atelier. Donc, chaque prof pouvait amener justement de ses idées. Ça nous permet d'établir cette collaboration-là, puis de voir aussi comment chaque prof, à chaque niveau, travaille, comment ils vont réinvestir cette œuvre-là ou l'atelier en classe par la suite. Donc, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut avec l'œuvre en question, mais on doit tout le monde travailler sur la même œuvre. Moi, j'avais un dégagement pour m'occuper de ça, donc j'avais préparé un dossier préparatoire pour les autres profs s'ils voulaient l'utiliser. Donc, dossier pédagogique autour de l'œuvre. Akena Okoko, bon, le rap, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des liens entre le rap et le type d'écrit poétique qu'il fait? Est-ce qu'on peut voir des similitudes ou pas? Donc, moi, je nourrissais un peu les autres profs avec ce que je trouvais. On avait un dossier partagé où on pouvait mettre qu'est-ce qu'on fait comme activité préparatoire avant l'atelier. Tous nos étudiants avaient lu l'œuvre avant de faire la rencontre aussi, mais chacun l'avait utilisé différemment dans ses cours. Puis après ça, ben, réinvestissement, là, l'idée, c'est qu'on puisse se réunir, ces profs-là, ensemble après chaque atelier. On n'a pas encore réussi à trouver un moment pour se réunir pour celui de l'automne. On fera certainement quelque chose là, pour toute l'année, finalement. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a réinvesti le travail d'écriture qui s'est fait lors de l'atelier dans nos classes? Est-ce qu'on l'a évalué ou pas? Est-ce que, dans mon cas, j'ai évalué en partie, j'ai évalué au complet l'évaluation, la rédaction qu'ils ont fait, la création plutôt. Mais j'ai aussi fait une table ronde en lien avec l'atelier et l'œuvre. Donc là, chaque étudiant arrivait avec une question sur l'œuvre et sur l'atelier. Donc, chacun le réinvestit à sa manière. Puis c'est ça qui est intéressant de mettre tout ça en commun, finalement. Ultimement, on voudrait pouvoir faire des séquences didactiques et rendre ça accessible à tout le monde, possiblement sur le site du LIREL. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Je pense que j'ai fait le tour. J'aurais envie là, de donner la parole à Océane qui a animé un de ces sous-groupes-là pour que tu nous parles de l'expérience. Qu'est-ce que ça a apporté? Quels ont été les défis, peut-être, s'il y en a eu? Puis voilà. Oui, ben nous, en cadre de l'université, c'était pas une activité qui était obligatoire. On faisait vraiment ça sur base volontaire, justement. En tant qu'étudiante qui a participé à l'activité et pas comme animatrice, moi, ce que ça m'apportait, c'était vraiment un enrichissement culturel sur des œuvres que j'aurais pas nécessairement choisies ou que j'aurais rencontrées autrement. Mais en tant qu'animatrice de ce groupe, là, comme Marc-Claude l'a mentionné, ça m'a vraiment permis de développer des compétences transférables, donc de lire et de comprendre des dynamiques de groupe, ce que j'aurais pas fait autrement, d'essayer de trouver des stratégies pour équilibrer les discussions, les échanges. Ce que j'ai aussi noté, c'est que la participation spontanée était assez faible, ce qui n'est pas une chose à laquelle moi je suis confrontée d'habitude. C'est plutôt moi qui va ne pas participer. Mais mis à part ces intérêts à participer à ces rencontres-là, ce que ça m'a permis de faire, c'est aussi de redécouvrir et renouveler mon plaisir de la lecture, mais aussi mon plaisir de la création, puisque ben, à la maîtrise en recherche-création, justement, on va tout le temps faire de la création en contexte académique. Puis si j'ai des inspirations qui me viennent comme ça dans la vie de tous les jours, ben, je vais les utiliser pour créer des textes qui vont être par la suite évalués avec des contraintes, puis
généralement des thématiques obligatoires. Mais là, de rencontrer des étudiantes et des étudiants qui découvrent eux aussi c'est quoi la création, puis qu'est-ce que ça peut leur apporter dans la vie sans aucune contrainte. Mais moi, ça me fait justement renouveler avec ce plaisir-là de juste écrire pour écrire. Et justement, un moment qui était digne de mention pour moi, c'est justement la valorisation de la, comme Alexandre Géffen le dit, la valorisation de la littérature comme moment de constitution de communauté affective ou comme activation de nos capacités à l'empathie, étant donné qu'il y a des gens du secondaire jusqu'au milieu universitaire et qui proviennent de milieux complètement différents, avec des expériences différentes. Ça m'a permis de décentrer mon expérience littéraire puis de me désidentifier. Par exemple, l'atelier avec Okoko, justement, parlait de la maison. Ils devaient écrire sur leur maison à eux. Puis il y avait beaucoup d'étudiants au secondaire dans mon sous-groupe qui m'ont parlé à quel point leur chambre, pour eux, c'était leur espace de sécurité, que c'était leur espace, leur seul espace pour eux où est-ce qu'ils pouvaient s'exprimer sans jugement, puis qu'ils pouvaient construire leur identité. Par contre, nous, les experts vont tout le temps nous dire que pour avoir un sommeil, la chambre doit rester le lieu pour dormir et aux activités sexuelles. Donc, cette activité-là m'a vraiment permis de prendre compte de différentes expériences puis de pouvoir les réutiliser dans ma pratique littéraire, mais aussi dans mon altruisme littéraire. C'est intéressant. Puis mes étudiants, ils ont vraiment apprécié cette animation-là qu'ils ont eue dans les groupes. Ils ont dit parfois, chacun a eu une expérience différente d'un sous-groupe à l'autre. Donc, il y a des groupes, puis ça le fait avec n'importe quelle classe, hein. Il y a des groupes qui sont plus volubiles que d'autres. On voyait, il y avait des groupes qui avaient vite fini leur travail d'échange, d'autres qu'il a fallu les arrêter. Mais donc, ça, je pense que ça a été profitable que vous apportiez cet apport-là. Si je peux rajouter quelque chose sur ce projet-là avant de passer au portrait rapide de l'autre projet. En fait, un des défis en amont, ça a été pour mobiliser les groupes étudiants de tous les niveaux. Mais justement, par exemple, les étudiants de l'université, là, c'était des personnes étudiantes à la maîtrise qui étaient mobilisées. Comment leur donner une responsabilité supplémentaire, comment que ça leur apporte quelque chose, parce que l'atelier finalement plaisait. En fait, je pense qu'au niveau du contenu de l'atelier, ça a énormément plu aux gens du cégep, du secondaire. Je pense que peut-être les personnes à l'université, ben, en fait, devaient avoir un petit défi supplémentaire pour vivre quelque chose et donner des sous-groupes. Moi, ensuite, on circulait. En fait, c'est faux parce qu'il y a eu une annulation. Donc, j'animais un des sous-groupes, mais il reste que d'autres yeux enseignants se promenaient et circulaient. Et en fait, les personnes étudiantes étaient un peu lancées dans l'animation d'un groupe étudiant et les enjeux n'étaient pas énormes, mais elles et ils pouvaient vivre un inconfort aussi de se retrouver face à un groupe et puis d'essayer quelque chose. Puis j'ai vu aussi ça a délié les langues, les échanges. Par exemple, je pense à Isaac Raymond qui est peut-être en ligne. Je sais qu'il voulait assister à la rencontre, qui s'est fait demander qu'est-ce que c'est une maîtrise en littérature. Par exemple, des gens au secondaire qui imaginent pas que on peut faire un travail avec lire un livre. Puis donc ça a aussi donné à des genres de discussions autres. Puis l'idée, en fait, le concept, l'objectif du pôle régional en enseignement supérieur qui finance le projet, ben, c'est vraiment de faire vivre quelque chose aux personnes étudiantes et de les mettre en contact d'une manière ou l'autre. Ça fait que là, c'était le lieu, l'atelier a eu lieu au séminaire collégial qui ont une grande salle très belle, mais ce qu'on veut faire, c'est bouger d'un endroit à l'autre et faire que, ben là, le prochain atelier de ZIN est dans une salle à Bishops, donc l'université anglophone à Sherbrooke. On va avoir des tables rondes. Je pense que le lieu va être parfait, mais ça fait aussi découvrir, ça fait que les étudiants du secondaire, du cégep vont dans des lieux universitaires, ensuite peuvent se repérer. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on a pensé le projet. Un autre des défis, puis ça a été vraiment dans notre demande de subvention, on a toute une rhétorique à développer autour de ça. Ce que nous disait la coordonnatrice du programme, c'est qu'un des grands défis, c'est que, bon, il y a des projets qui sont proposés en sciences, en tous les domaines,
viennent, puis on a beau proposer des trucs vraiment chouettes aux personnes étudiantes, en fait, elles sont surchargées avec le travail, puis le fait de participer, en fait, des fois, la participation n'est pas au rendez-vous. Et vraiment, je sais qu'on a gagné des points dans notre formulaire en disant que c'était une activité obligatoire dans le cadre de beaucoup de cours. Donc, autant, au secondaire, là, c'était le bonbon total parce que la prof libérait les personnes étudiantes de leurs autres cours et puis se rendait en autobus, donc, au cégep. Donc, là, c'était vraiment, elle dit, j'ai vraiment reçu énormément de reconnaissance, d'amour, de la part de mon groupe. Mais plus largement, au cégep, c'est une activité obligatoire. Là, dans le cadre de l'activité de l'automne, c'était offert aux personnes étudiantes à la maîtrise. Donc, on avait fait, je pense, 11 ou 12 sous-groupes. Donc, il y avait 11-12 personnes. Puis, ça a été, on les a mobilisés. Bon, c'était une invitation ouverte largement à toutes les personnes étudiantes au cycle supérieur à l'UDS. Mais j'ai aussi ciblé certaines personnes en les incitant vraiment à profiter de cette expérience-là. Et tandis que là, cet hiver, pour l'atelier sur le zine, moi, je donne un cours qui s'appelle Littérature pour ados pour les futures personnes enseignantes au secondaire, donc au bac en enseignement. Et là, c'est ces personnes-là donc qui sont tenues de participer. Ils sont 40. Donc, dans ce groupe-là, il va y avoir 2 groupes de cégep de Marie-Claude, quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est ça. Salut à Bishops. Donc, à chaque fois, on fait un peu un bricolage, littéralement, parce que ça va être un zine. Et dans ce cadre-là, on ne sait pas exactement la forme que ça va prendre, mais en tout cas, la présentation sur l'Explosine nous a donné des idées parce qu'on a aussi annoncé, fait déjà des démarches pour avoir une collaboration avec le Salon du livre de l'Estrie, dans lequel on pourrait avoir un espace pour exposer ce qui a été fait, donc dans le cadre de l'atelier. Donc, c'est un peu, on vous parle de ça, puis on est bien consciente que Sherbrooke est un milieu très particulier. Je ne sais pas si ce genre d'événement, en fait, le fait d'avoir toutes ces institutions d'enseignement supérieur dans une ville à forte population étudiante, ça va mener à l'autre projet qu'on va présenter. Mais donc, une université qui peut porter ce genre de projet-là. Mais j'ai l'impression que, par exemple, à Rimouski, où il y a aussi Cégep, Université, Trois-Rivières, c'est ce genre d'échelle, de milieu où, en fait, on sent, en fait, on a un souhait aussi que les institutions d'enseignement fassent partie prenante de la vie culturelle, littéraire d'une région. Ce qui m'amène à parler du deuxième projet. Donc, l'hiver dernier, Marie-Claude et moi avons mis en place ces deux projets-là. Donc, ces affiches-là ont été faites par Océane, qui est présente ici, donc qui est en littérature, mais qui a des talents de graphiste certains, surtout l'efficacité avec laquelle, quand il y a un changement de programme, elle arrange ça. Elle était aussi en dialogue direct avec le spécialiste des communications de l'Université de Sherbrooke, qui lui faisait faire des changements millimétriques pour le pouvoir graphique de son affiche. Mais bref, tout ça pour dire, donc, au même moment où on pensait à notre projet, donc de l'atelier interordre, il y avait aussi le souhait, de mon côté, le souhait très fort de collaborer avec le Cégep par le fait que j'ai enseigné 3 ans au Cégep de Sherbrooke de 2018 à 2021. J'ai été engagée à l'Université de Sherbrooke à la fin de l'année 2022. J'adore, c'est un milieu de travail merveilleux, mais j'ai toujours petite nostalgie de mon ancienne équipe de travail et un souhait de collaborer, surtout qu'ils sont juste de l'autre côté de la rivière Saint-François, donc je les vois constamment. Il y avait donc un souhait de collaborer avec les gens du Cégep de Sherbrooke et plus largement de prendre part à la vitalité du milieu littéraire estrien qui est certaine. Vous avez peut-être entendu parler ou vu passer, on a dans les dernières années, il y a 2 librairies qui se sont installées à Sherbrooke, la librairie Les Deux Sœurs, la librairie Appalache. Il y a énormément d'animations, il y a des cabarets littéraires faits par Marine Bilquet, justement, qui est notre collaboratrice au secondaire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font, des soirées de slam, le Centre du livre de l'Estrie. Puis en fait, toutes ces initiatives-là, se mettaient en place sans les institutions d'enseignement. Puis comment faire pour que prendre part, collaborer, qu'est-ce qu'on pourrait
apporter plus particulièrement. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de mettre sur pied des ateliers de création, donc sur le mode de l'université populaire, dans un café qui s'appelle le Café 440, qui a été créé par deux personnes étudiantes en musique de l'université de Sherbrooke. C'est un lieu, vous allez voir des photos qu'on va faire circuler un peu plus tard, mais c'est vraiment un très, très beau lieu, très chaleureux. Puis la facilité, en fait, avec laquelle ces ateliers se sont mis en place était, ma foi, presque émouvante parce que je contactais donc des personnes pour savoir si elles seraient intéressées. L'enthousiasme était certain. J'en ai rapidement aussi parlé à Océane qui terminait son baccalauréat à ce moment-là. Puis du point de vue des personnes étudiantes à l'Université de Sherbrooke, elles avaient envie d'avoir un lieu de rencontre hors du campus aussi. On est vraiment le type campus américain, très loin de la ville, sur la montagne, comme l'UDM, disons, donc loin du centre-ville. Il y avait un souhait d'avoir un lieu de rencontre et donc ça répondait à plein de besoins à la fois, dont mon premier besoin qui était celui de collaborer avec le Cégep de Sherbrooke. Et donc, on a mis... j'ai sollicité... En fait, je me suis dit, il y a tellement d'autrices, d'auteurs au Cégep, à l'université aussi, parmi les chargés de cours. Et surtout, j'ai rapidement pensé mettre à profit les personnes au doctorat en recherche-création de l'université. Et c'est par là que j'ai réussi à avoir une subvention donc de ma faculté qui permet d'offrir des bourses aux personnes étudiantes qui participent au projet. Puis ces personnes-là ont pensé, ont fait une proposition d'atelier qui a été commentée et ensuite on se réunit plusieurs fois dans l'année pour préparer les ateliers, pour faire un peu des générales. Puis donc il y a toute une dynamique de formation autour de ça. Ça leur permet de vulgariser leur projet de recherche. Donc si on voit ça, c'est les affiches. À l'automne, on a commencé le premier atelier en septembre, c'était avec Patrick Nicole, écrivain sherbrookois, qui a fait un atelier qui s'appelait Faire une scène, crédibilité d'un moment de fiction. Donc ça a été, il y avait plus de 75 personnes dans le café. Ça rassemblait des personnes étudiantes de l'Université de Sherbrooke, mais pas seulement de littérature. Il y avait des gens de politique, d'administration. C'était vraiment plus large. Il y avait un groupe des gens du Cégep de Sherbrooke, des personnes. Là, on va avoir notre 4e bientôt atelier en janvier, et on a un ergothérapeute et une physiothérapeute qui viennent à chaque fois et qui vraiment, c'est un rendez-vous mensuel. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une habitude, de créer quelque chose, d'offrir. C'est vraiment un très beau lieu, d'offrir un espace donc de créativité. Donc pour les personnes qui veulent juste venir s'essayer à l'écriture sans être notés non plus. Donc, même les gens qui suivent des ateliers d'écriture aiment assister à ces ateliers-là pour tenter quelque chose. Ça les ouvre. Notre programmation est vraiment diversifiée, donc ça ouvre sur différents projets. En novembre, c'était un atelier avec Chanel Baudry-Person, qui est prof au Cégep de Saint-Hyacinthe et qui fait aussi son doctorat donc sur l'écriture du silence à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'était le thème de son atelier. Ensuite, là, on va avoir Marie-Claude Lalpalme, enseignante au Cégep de Sherbrooke, en janvier, sur l'écriture des lieux. Donc, tranquillement, quelqu'un qui vient régulièrement, donc c'est des ateliers qui sont entièrement gratuits, et quelqu'un qui vient régulièrement peut ouvrir, en fait, plein de portes et peut-être développer quelque chose au fil du temps, mais ça reste que c'est un cadre de création qui se veut très libre, sans pression. Les gens aussi peuvent venir pour juste assister au spectacle, à l'atelier, jaser, prendre un verre et puis entendre le micro ouvert parce qu'on a une formule un peu semblable, donc comme une présentation plus formelle, souvent en lien avec la démarche d'écriture de la personne qui anime. Ensuite, une période d'écriture et c'est impressionnant de voir, c'est ça pour l'atelier de Chanel, il y avait une 60aine de personnes et tout le monde concentré, c'est vraiment chouette. En plus, Chanel, ce qu'elle proposait, c'était l'écriture d'un dialogue où les gens se parlent en ne se disant pas quelque chose. Donc, il y a un secret entre les deux personnes, puis comment se rendre compte du secret. Donc, en plus, c'était un travail en collaboration. Océane était présente et a fait quelque chose sur un dialogue dans Occupation double. Donc, c'est vrai, tu pourras nous en parler. Mais donc, ça a été vraiment... L'ambiance dans le café est vraiment bien. Puis ça permet... Et ensuite, il y a toujours
aussi un micro ouvert animé par la personne qui anime l'atelier. Donc, en février, ça va être Léa Muir-Engels qui fait aussi son doctorat à l'Université de Sherbrooke, qui a publié Les rythmes de la poussière aux éditions du Remue-Ménage. Peut-être que vous l'avez lu. Elle fait quelque chose sur le travail des archives. Sa thèse est sur le travail des archives. Donc, ça va être super intéressant. Puis, elle va vraiment apporter du matériel pour que les gens puissent le manipuler. Ensuite, Vanessa Courville en mars sur l'écriture de la hantise, qui était, donc Vanessa enseigne au Cégep de Sherbrooke, mais a aussi fait un doctorat à l'Université de Sherbrooke, donc j'ai un peu l'impression de braguer tous les doctorats de l'UDS, mais reste qu'il y a en fait juste le bassin de gens qui sont passés par l'Université de Sherbrooke, qui tournent autour de l'Université de Sherbrooke, qui enseignent, en fait, ne serait-ce que par ces personnes-là, j'ai l'impression qu'on peut faire une programmation pendant 5 ans, et puis ensuite, en 2031, certainement que je vais pouvoir ressolliciter Patrick Nicole qui va dire avec plaisir. Donc, ça peut, les gens peuvent toujours revenir aussi. Donc, et puis ça se poursuit. C'est Suzanne Champoux-Williams qui donne le dernier atelier sur la géopoétique. C'est un super beau café, le Café 440. Il y a des portes de garage qui permettent de carrément enlever des murs. Là. Donc, on lève une porte, puis elle voulait que ça soit le plus tard possible pour qu'il y ait peut-être une petite ambiance de printemps et qu'elle puisse inviter à la déambulation. Donc, c'est les très belles images du très beau café 440. Donc, ce qu'on propose là ici, c'est vraiment du parascolaire. Là, donc, il n'y a aucune grille de correction liée à ça. Par contre, on pourra en parler, mais beaucoup de personnes au Cégep de Sherbrooke demandent à leur classe d'assister à une activité culturelle, que ce soit du théâtre, tout ça, et à ce moment-là, assister à un atelier peut faire partie des activités proposées, surtout que il y a toujours un peu le défi que les activités proposées sont rarement gratuites. Là, c'en est une gratuite, mensuelle, régulière. Puis on voit, en fait, moi, mon pari, c'était qu'on allait peut-être fidéliser un public, et de fait, il y a des visages qui reviennent, des visages de nos cohortes en littérature, mais pas seulement. Puis on sent que ça peut aussi mobiliser la population, et que tranquillement, ben c'est ça, les institutions d'enseignement font partie prenante du milieu sherbrookois. Donc, je te passerai encore une fois la parole, Océane, donc, qui a été vraiment là à la jeunesse du projet. Je t'ai proposé les idées, tout ça, et tu as pensé même le graphisme, donc, et tu as assisté à tous les ateliers. Ben, je vais revenir sur Occupation Double. Moi, j'étais là avec une amie, Léane, et une collègue qui est présente dans la salle aujourd'hui. On n'a pas réussi à écrire un dialogue sur Occupation Double cette journée-là, mais seulement l'ambiance, le fait d'avoir des discussions, des dialogues avec des gens qui proviennent de milieux tellement diversifiés, parce que comme Kiev l'a dit, il n'y a pas juste des gens qui ont des compétences ou des connaissances en littérature, mais il y a des gens qui viennent pour le plaisir de venir, pour la communauté littéraire, mais pour la communauté point, la communauté de Sherbrooke. Ben, ça a vraiment fait en sorte que nos esprits ont foisonné, puis on a eu des réflexions, puis on a développé un projet qui va être présenté à la semaine de la recherche de l'Université de Sherbrooke. Donc, même si on n'a pas réussi à faire de la création littéraire, on a quand même réussi à penser la littérature différemment à ce moment-là. Puis en ce qui a trait au graphisme, pour moi, c'était vraiment important de faire des affiches, un appui visuel qui allait être attirant, mais qui allait aussi être accessible pour ben, justement attirer une plus grande partie de la population. Ça m'a fait me faire pencher sur l'éthique de la facilitation, puis de me poser des questions sur les appréhensions que les gens de Sherbrooke ou des environs peuvent avoir sur leur participation culturelle. Donc, de comment créer un événement qui va être bienveillant, qui va être accessible à tout le monde et qui va justement permettre de faire tomber des barrières entre le milieu académique et pour le plaisir. De mon côté, ça m'a encore une fois permis de réconcilier ma pratique personnelle à ma pratique académique, donc de développer un plus grand équilibre psychologique entre mes études et le plaisir. À force d'écrire, l'autre atelier, c'est une activité un peu plus, c'était une activité ponctuelle, mais étant donné que ça, c'est des rendez-vous hebdomadaires, ça m'a vraiment permis de développer une plus grande liberté et une moins grande pression à l'égard de mes écrits, ce qui a fait en sorte que j'ai pu innover dans ma pratique, notamment justement en entendant des gens parler dans les micros ouverts, en discutant avec eux de leur pratique. Puis moi, ce qui a été mon baume au cœur les ateliers d'automne, c'est la participation. Vraiment, le taux de participation qui était vraiment élevé, mais aussi la diversité, puis encore une fois, la régularisation.
Mais la diversité, ça a fait en sorte qu'on a vraiment pu découvrir de nouvelles sensibilités, de nouveaux intérêts, de nouvelles intelligences, mais aussi les participantes et les participants ont pu découvrir de nouvelles capacités. C'est le classique, ah, moi, j'écris jamais, mais tout d'un coup, à cet atelier-là, ils ont découvert une nouvelle passion. Et pour moi, c'est ça qui est primordial dans la démocratisation de la littérature. Juste vous dire deux petits problèmes qu'on a rencontrés dans cet atelier-là, parce que ça fait un peu conte de fées. Première fois, on a essayé de vendre des livres. C'était un échec total. Ils en ont vendu un. Donc, c'est la coop de l'Université de Sherbrooke qui est venue. En fait, j'espérais pour aussi pérenniser la formule. La coop a un service d'infographie. Donc là, je me disais, on va donner le gabarit préparé par Océane et finalement, ça va pouvoir se poursuivre, tout ça. Mais donc, ça a été vraiment, ce n'est pas un endroit et on aurait pu le prévoir, là. Je ne suis pas en marketing, mais donc, bien sûr, un atelier de création, c'est pas autour d'une nouveauté. C'est pas vraiment un lieu pour acheter un livre. Donc, c'est ça, je pense qu'ils en ont vendu 2 ou 3. Ça valait pas la peine d'y aller. Et aussi, deuxième problème, donc l'atelier de décembre que je n'ai pas montré, car il y a eu la personne qui devait le donner et m'a averti qu'elle était malade la veille. Et là, en fait, le plan B, c'est un peu constamment moi. Donc là, moi, j'ai donné quelque chose, j'ai donné un atelier autour de la voix narrative enfant. Ça s'est bien fait, mais vraiment, j'ai eu entre 11h et midi pour penser à quelque chose. Et surtout, je me disais, on ne peut pas annuler, même pour le café, qui prend aussi un risque financier en nous accueillant chaque mois. Donc, en fait, il y a un peu pas d'autre choix. Et donc là, j'espère vraiment que tous les invités de l'automne, mais je me suis un peu, là, j'ai un peu des cartes dans mes poches pour proposer autre chose. Mais ça a été un petit défi. J'ai été aussi impressionnée parce que j'ai averti Océane parce que c'est elle qui s'occupe des réseaux sociaux, vraiment, elle a plusieurs chapeaux. Puis là, je disais, donc, on va changer. Puis là, directement, elle m'a préparé une affiche, elle m'a envoyé ça. Est-ce que ça te convient comme affiche? Donc, vraiment, j'ai été impressionnée par son efficacité et je me suis sentie supportée. Mais ça c'est potentiellement un défi parce que bien sûr, il arrive plein de choses. Un cas de tempête de neige, j'aurais annulé. Mais là, dans ce cas-ci, c'est ça. Je prépare, j'ai d'autres cartes dans mon chapeau, mais idéalement, on pourrait le renouveler donc d'année en année.